vais bientôt recevoir ma deuxième invitée pour le questionnaire, Carole Fives, qui a publié ce livre « Tenir jusqu'à l'aube » à l'Arbalète Gallimard. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots avant que je la rejoigne? Le premier livre qu'on avait était un livre qui nous conviait à la lecture, à la gravité de la lecture. Autant celui-là est plus léger, plus heureux. Il nous raconte les désarrois sur un mode ironico-comique d'une jeune mère qui ne sait pas combien de temps elle peut laisser décemment son enfant alors qu'elle vient d'être abandonnée par le père de celle-ci. Et elle se confie à des forums dévolus aux femmes seules et mères d'enfants. Et c'est une sorte de jolie chronique sociale dans laquelle le partage que nous faisons en le lisant n'est plus le grand drame métaphysique, n'est plus cette catharsis de voir quelqu'un se déconstruire, se reconstruire, mais c'est beaucoup plus une complicité, une consolation dans des petits mœurs, des petites souffrances de la vie quotidienne. Et je crois que c'est aussi une force de la lecture que de faire un monde commun, et un monde commun avec humour, un monde commun avec tendresse. Et je crois que c'est une grande qualité de ce livre. J'espère qu'elle pourra en lire des passages. Bon. Eh bien, merci Alexandre. Eh bien, je vous demande d'accueillir Carole Fives. Si elle est là. Ah, voilà Carole. Bonsoir Carole. Vous pouvez vous asseoir là. Et approcher peut-être le micro. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Là, c'est nombreux. On m'a dit que la salle était pleine. Je vois personne, mais pareil. Attends. Il se passe quoi? Le pupitre? Ah ben ça n'arrive quand même. Mais je vous en prie. On est calé. Alors Carole, on va partager un petit peu de vos livres préférés et de votre histoire avec la lecture. Alors, quelle lectrice êtes-vous? Je suis une lectrice boulimique, c'est-à-dire que si je n'ai pas de livre sur moi, avec moi ou dans mon sac, je me sens toute nue, comme Marine avec le numéro 5. Moi, c'est les bouquins. Voilà. Il faut un livre. Je dors avec des livres. Bah là, vous en avez un d'ailleurs. On m'a demandé, mais dans tous les cas, j'en ai souvent. Pour vous, lire, c'est quoi? Un moyen de survivre en milieu hostile, je dirais. C'est vraiment la lecture. Oui, c'est une protection contre le monde extérieur. C'est des amis, les livres, c'est beaucoup de choses. Des accompagnants, oui. Votre premier contact, premier souvenir avec les livres? Mon premier contact, c'était la bibliothèque pour tous dans mon quartier. À Lille à l'époque, où il y avait beaucoup de livres qui étaient un petit peu défraîchis, un petit peu abîmés, mais il y avait le choix. Et c'était déjà le choix, pouvoir choisir parmi des rayonnages un livre, alors lequel va le plus vous correspondre. Et c'était un énorme stress de ne pas choisir le bon livre, parce qu'on avait le droit à 1 ou 2 livres par semaine. C'était des angoisses de choix. Voilà, c'était le premier contact avec les bouquins. Et pouvoir en garder un chez soi, c'est aussi énorme, ça, de pouvoir ramener chez soi. Oui, oui, c'est un souvenir que j'ai aussi. Le premier livre qui vous a marqué? Alors, donc c'était un album jeunesse, même s'il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui à l'époque. C'était Les 4 chiens de Madame Grapinette. Je ne sais pas si ça éveille des souvenirs. Vous allez nous en raconter, oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les éditeurs disent que pour la jeunesse, par exemple, il faut des narrateurs ou des petits héros, héroïnes qui soient des enfants de 4 ans, si ça s'adresse aux enfants de 4 ans et tout. Et là, l'héroïne du livre, c'était une vieille dame de 80 et quelques, qui avait une vie hyper ritualisée, qui buvait du café très très chaud, qui avait 4 chiens qui la gardaient. Donc c'était tous ces rituels de journée de vieille dame. Puis les 4 chiens partaient en vacances, lui envoyaient des cartes postales. C'est un truc qui n'avait rien pour intéresser un enfant de 4 ans, et pourtant c'est un livre culte pour plein de gens. Donc comme quoi, la littérature jeunesse a des multiples ressources. Et vous adoriez ça? Ouais. Le premier auteur que vous avez aimé? Et pourquoi? Alors là, encore, comme beaucoup de gens de ma génération, Georges Chollet, pour Fantomette, voilà, pour son humour, et puis aussi pour la petite justicière féminine, ce qui n'était pas si répandu à l'époque. Il y avait Alice après, voilà, c'était des générations, mais c'est vrai que c'était assez novateur et surtout très drôle. Oui, l'humour, c'est important, on le retrouve d'ailleurs dans votre écriture, c'est vraiment quelque chose qui vous... Oui, Fantomette, c'était hyper drôle. Hein. Il y avait les boulottes, ficelles, et boulettes, et tous ces voilà, des noms qui parleront à beaucoup.
Qu'est-ce qui vous a séduit dès le début, dans l'acte de lire? Le fait de pouvoir comprendre le monde que je ne comprenais absolument pas, avoir des repères, accéder directement à la conscience des autres qui m'entourent, mais des choses qui ne se disent pas forcément quand on converse, ou accéder directement, avoir l'impression en tout cas d'accéder directement à l'intériorité des autres. Et certains repères aussi pour comprendre le monde, bien sûr, parce qu'après j'ai fait des études de philo, donc la littérature, la philo, tout ça c'est assez proche. Et voilà, vraiment des repères pour comprendre la vie. Et le monde. Le premier livre qui vous a parlé d'amour? Alors, c'était un livre de ma mère, donc qui avait très... Je ne vais pas dire très mauvais goût, mais je n'ai pas les mêmes goûts qu'elle. C'était... attention, c'était La Chambre des Dames, Jeanne Bourrin. Et c'était donc un livre dans lequel la narratrice tombe amoureuse d'un homme qui elle prenait un amant. Ouais. Bon, tout le monde va s'en souvenir aussi, parce que c'est vraiment des références assez classiques. Et il jetait son manteau hyper lourd sur le berceau de son bébé qui avait l'avoir avec son mari, parti à la guerre ou je ne sais plus quoi, sur le berceau du bébé au moment de faire l'amour. Donc le bébé mourait étouffé pendant qu'elle faisait enfin l'amour avec son amant. Et après, le mec se faisait bouffer par les loups 5 minutes après dans la forêt. Et c'était une image de l'amour absolument... ça donnait pas tellement envie, en fait, d'être amoureux. Ça m'a suffi pour quelques années, ouais. Ça m'a refroidi, voilà. Vous aviez quel âge quand vous avez découvert? J'ai eu ça à 12, peut-être 12-13 ans, peut-être 11 ans. Et oui, l'amour, c'est trash. Dans La Chambre des Dames, après. Alors, le livre que vous aimez offrir, peut-être pas La Chambre des Dames, alors. Le livre que j'aime offrir, alors je dirais L'Agrume de Valérie Mregen. C'est un livre qu'on m'a offert et qui a été aussi important pour moi pour entrer en littérature et qui a été une marque d'amitié. Enfin, j'ai découvert la personne qui me l'a offert. Après, ça m'a permis de mieux la connaître et du coup, je l'offre aussi à des gens. C'est comme une marque d'amitié, ce livre qu'on s'offre souvent entre filles. L'Agrume. Le livre que vous avez le plus relu et pourquoi? Là, je sèche parce que j'ai oublié ce que j'avais préparé, mais ça doit être Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Ou alors un Nathalie Sarraute. Oui, c'était ça que j'avais prévu. Roland Barthes, ça sera pour après. Donc, c'était les livres de Nathalie Sarraute dans leur ensemble, en fait, parce que dès que je lis Nathalie Sarraute, d'ailleurs, c'est un extrait d'un livre de Nathalie Sarraute que je vais vous lire après. Dès que je lis Nathalie Sarraute, j'ai l'impression que ça me permet aussi d'écrire. Ça ouvre un niveau de langage qui permet aussi d'écrire. Donc, c'est comme si j'avais envie de lui répondre ou de continuer, de continuer ce qu'elle... Voilà, donc c'est vraiment un auteur essentiel pour moi. Et ça, c'est le livre que vous emmèneriez partout avec vous? Voilà. Merci. Tu ne t'aimes pas, de Nathalie Sarraute. On en lira après un extrait. On en lira après un extrait. La citation d'un livre que vous aimez tout particulièrement? Alors, un livre de Laurent Mauvignier, Loin d'eux, et la citation, c'est, attention, c'est pas comme un bijou, mais ça se porte aussi un secret. Non, c'est très court. Désolée. Il y a une mémoire de poisson rouge, au moins, c'est très court. Alors, ça, je vais la répéter, ça ne se porte pas comme un bijou. Enfin, non, ça, mais ça... C'est pas comme un bijou. C'est pas comme un bijou, mais ça se porte aussi un secret. C'est la première phrase de Loin d'eux, qui est un premier livre de Laurent Mauvignier publié, qui est un livre sur un secret de famille, un suicide. Enfin, dès le début, tout est dit, et c'est un roman choral qui est magnifique. C'est très joli. Le chef-d'œuvre que vous aimeriez relire pour la première fois? Alors, justement, Fragment d'un discours amoureux, c'était là à son tour. Et donc, parce que c'est un livre que j'ai lu justement quand j'étais à la fac, et que j'avais mes premiers émois. Et c'est un livre qui permet vraiment de se repérer dans les émotions amoureuses, de mettre des mots dans des cafouillis des fois intérieurs. Et c'est un livre que de relire beaucoup d'adolescents. Je trouve que c'est vraiment une espèce de lexique de amoureux. Enfin, ça vous a réparé un petit peu de Jeanne Bourrin. Exactement. Merci. Le personnage romanesque dont vous auriez pu ou dont vous êtes tombée amoureuse. Et pourquoi? Alors là, j'ai pensé à
le journal d'Anaïs Nin et son journal, parce qu'elle s'y montre dans une telle complexité. Et en fait, on a vraiment devant soi un personnage qui se montre dans ses contradictions et totales, qui se dénude totalement sous vos yeux, et ça donne envie de l'aimer. Enfin, pour moi, c'est la référence pour le personnage. Ouais, bon, c'est une femme, mais c'est juste la personne qu'elle décrit dans son entièreté, qui est tellement magnifique. Que ça vous a touché. Votre titre de livre préféré? Alors, Disent les imbéciles, de Nathalie Sarraute aussi. Parce que c'est un livre qui reprend... il y a beaucoup de livres que j'aime, du coup, de Valérie Mrejane aussi, et de Nathalie Sarraute, parce que c'est des auteurs qui se font un peu caisse de résonance du réel, c'est-à-dire qu'ils n'écrivent pas vraiment de la fiction, mais ils partent souvent de ce qu'ils entendent autour d'eux, donc de phrases qu'ils vont relever, qu'ils vont prélever dans le réel. Et Disent les imbéciles, c'est ça, c'est vraiment des phrases qu'on peut lire qui vont être très choquantes pour les autres, ou qui vont être blessantes, et une petite phrase, c'est pique qu'on peut sortir des fois malgré soi, ou qu'on peut entendre, et qui vont nous blesser pour très longtemps. Donc elle les analyse, et elle analyse vraiment tout ce elle développe, et, tous les non-dits qu'il peut y avoir dans ce genre de pique. Voilà. Et c'est d'une force incroyable. Votre endroit préféré pour lire? Mon lit. Oui, voilà. Assise ou alors voilà, assise quand même, avec plein d'oreillers. Sinon, on s'endort. Comment classez-vous votre bibliothèque? Je ne la classe pas du tout, c'est un fouillis total. Alors je dirais plutôt par format peut-être, donc les livres les plus grands, les livres d'art en bas, et puis les poches, enfin voilà, c'est plutôt par format, mais ça peut être aussi très chaotique, en tout cas absolument pas par ordre alphabétique. Non, j'ai du mal avec le rangement, avec le classement, donc les bouquins c'est pareil, hein, je classe rien. Non voilà, il y en a un peu partout en fait. Avec quel auteur auriez-vous aimé entretenir une longue correspondance? Est-ce que ce sera Nathalie Sarraute? Eh bien voilà, exactement. Votre secret pour préserver le temps de la lecture, si vous en avez un, dans nos sociétés connectées? Lire le matin au réveil, avant même d'allumer son téléphone. Donc vraiment, c'est un temps volé au quotidien, c'est-à-dire lire avant toute chose, quoi. Ça, on ne pourra pas vous le piquer dans la journée. Lire au réveil, voilà, un quart d'heure. C'est fait. C'est garanti. Ouais. Je vous ai demandé, comme Adélaïde, si vous aviez le souvenir d'une situation de lecture heureuse. Oui. Même récente, hein? J'avais mis quoi? C'était récent. C'était Idaho. Ah oui. Idaho oui, parce que Idaho de Émilie Ruskovitch. Voilà. Ouais. Heureuse, je sais pas, mais c'est un livre qui est très dur. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai eu envie de recommencer dès que je l'ai terminé. Donc ça, c'est quand même aussi un très bon livre en général. C'est-à-dire qu'on va au-delà de l'histoire. C'est vraiment l'écriture qui est marquante. C'est envoûtant. Non, c'est une écriture magnifique d'une jeune femme de 30 ans. C'est son premier roman. Émilie Ruskovitch, Idaho. C'est sublime. Aux éditions Gallmeister. Alors, docteur Carole, oui. On va passer aux questions remèdes et prescriptions. Ouais. Le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Alors justement, L'agrume de Valérie Mrejane, parce que c'est totalement désopilant et ça remet bien les choses à leur place. Le livre Antidépresseur. Alors, Féerie générale de Emmanuel Pirer, qui est un livre aussi très très drôle. C'est une sorte de nouvelle qui sont un petit peu... C'est un livre étrangement construit et qui est un humour féroce. Féerie générale. Le livre Réparateur. Le livre Réparateur... J'avais mis quoi? Alors vous aviez pensé à Houellebecq. Ah oui, les poésies de Houellebecq. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du pouvoir consolateur de Houellebecq, et c'est quelque chose qui m'avait aussi marqué avec sa poésie, notamment Rester vivant. Oui. Le livre qui bouleverse. Alors, justement, je partais sur Mauvigné, le livre Ce que j'appelle Oubli, qui est un livre où il parle dans la ville où j'habite maintenant, Lyon, d'un SDF qui se fait tabasser pour avoir bu une bière au goulot dans le supermarché. C'est un livre qui a été beaucoup adapté au théâtre, et c'est juste une phrase, en fait, ce livre, où le narrateur s'adresse aux frères de ce SDF, et c'est totalement émouvant. C'est d'une beauté incroyable. Époustouflante. Le livre pour comprendre le monde.
Alors, s'il y en a un. C'était Roland Barthes, c'était celui-là? Non. Ça dépend. Les antisèches. Pour comprendre le monde, je ne sais plus ce que j'avais. À l'instant T, vous aviez pensé à Pérec. Oui, Les choses de Pérec. Parce que c'est un livre effectivement qui permet de. Enfin, en tout cas, la société de consommation, la conscience de classe, tout ça. Ça passe aussi à travers les romans, pas qu'à travers les essais de Bourdieu ou de sociologie. C'est vrai que Pérec, pour ça, je trouve que c'est très fort. Alors, est-ce que vous allez vous souvenir du livre Pour amuser la libido? Oui. Oui. C'est bien. Alors, ça m'avait marqué, c'était cette époque où il y avait beaucoup de livres féminins qui parlaient du plaisir, et c'était la grosse découverte, on n'en avait jamais parlé avant. Les premiers romans érotiques féminins, donc c'était Alina Reiss, Le Boucher, c'était un peu culte, voilà. Donc, des scènes bestiales dans une chambre froide. C'était très, très novateur à l'époque. Maintenant, on voit ça partout. Mais... Alors, votre bijou méconnu à partager avec nous, un livre. Oui, un livre qui est vraiment que Gallimard devrait rééditer, c'est Paris plage de Brigitte Favresse. Vous connaissez? Oui. C'est marrant parce que c'est un livre très peu connu. Et Marguerite Duras disait dans les années 60 qu'elle aurait dû avoir le Goncourt, donc elle l'a pas eu avec ce livre-là. Et après, elle est vraiment tombée dans l'oubli. Une femme qui était kiné à Montpellier, qui a écrit cette espèce de bijou, vraiment Paris plage, qui se passe sur la côte d'Opale, dans le Nord. Et c'est la vie d'une famille nombreuse, enfin d'une fratrie de 10 enfants qui vont chaque été sur la même plage, dans la même maison de vacances. Ça parle du fait d'être enfant dans une famille nombreuse, dans une masse informe comme ça, essayer d'émerger dans une fratrie comme ça. C'est magnifique. Donc un appel aux éditions Gallimard. Oui, pour le rééditer, j'en aurais parlé, mais bon, je n'ai pas été entendue. Il faut recommencer. Alors Carole, je crois que c'est Nathalie Sarraute, du coup, que vous avez choisi pour partager avec nous une lecture. Oui. Avant qu'on se laisse pour la pause, vous pourrez boire un verre, regarder l'exposition. Lecture Mon Amour, et qu'on se retrouve juste après avec Thibaut et Alexandre. Je vous laisse lire. Donc un extrait de Tu ne t'aimes pas de Nathalie Sarraute. Quelque chose apparaît. Oui, qu'est-ce que c'est? Pour le moment, ce n'est qu'une main. L'homme à qui elle appartient, on ne la voit pas. Il reste dans l'ombre. Sa main seule est là, en pleine lumière devant nous. Une main, une longue main un peu noueuse, aux ongles coupés ras. Et maintenant aussi dans ce visage à peine visible, pas même des yeux, juste le regard. Il regarde intensément sa main posée sur la table. Et dans ce regard, tant d'amour. C'est ainsi chez ceux qui s'aiment. Leur amour va d'abord à tout ce qu'ils peuvent apercevoir d'eux-mêmes. Leurs mains, leurs pieds, leurs avant-bras. Et puis dans la glace, leurs reflets. Et nous, n'y a-t-il pas eu des moments quand nous aussi, de brefs moments, plutôt d'étonnement? Est-ce moi vraiment? Mais venait très vite un autre et encore un autre reflet. Et puis nos regards occupés ailleurs ne s'arrêtaient guère pour contempler. De son regard à lui, comme du regard des amoureux, tout ce qu'il y a en lui d'admiration, de tendresse se déverse sur sa main. Il en écarte les doigts pour mieux contempler chacun d'entre eux. Il les remue pour les voir s'animer. Un vrai miracle, cette main. Un de ces prodiges de la création. Oui, mais notre main à nous aussi, quand on y pense. Mais justement, nous n'y pensons pas. Jamais nous n'aurions l'idée de l'étaler comme la sienne sur la table. Pourquoi le ferions-nous? Nos mains sont des objets utilitaires, des ustensiles limités à leur fonction. Elles n'ont rien à faire ici. Mais vous ne vous aimez pas. C'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Mais comment ça? Comment est-ce possible? Vous ne vous aimez pas? Qui n'aime pas qui? Toi, bien sûr. C'est un vous de politesse, un vous qui ne s'adressait qu'à toi. À moi seule, pas à vous tous qui êtes moi, et nous sommes un si grand nombre, une personnalité complexe, comme toutes les autres. Alors qui doit aimer qui dans tout ça? Mais ils te l'ont dit, tu ne t'aimes pas, toi. Toi qui t'es montré à eux, toi qui t'es proposé, tu as voulu être de service, tu t'es avancé vers eux, comme si tu n'étais pas seulement une de nos incarnations possibles, une de nos virtualités. Tu t'es séparé de nous, tu t'es mis en avant comme notre unique représentant, tu as dit « je ». Chacun de nous le fait à chaque instant, comment faire autrement? Chaque fois que l'un de nous se montre au dehors, il se désigne par « je », par « moi », comme s'il était seul, comme si vous n'existiez pas. Tu te souviens comme il s'est approché par derrière. Il a posé la main sur ton épaule, sur notre épaule, et il a prononcé d'un ton apitoyé et un peu attristé.
Vous savez ce que vous avez? Vous ne vous aimez pas. Comme si ne pas s'aimer soi était une tare, une maladie. Chacun d'eux est sain, normal, chacun d'eux s'aime, et nous, on ne s'aime pas. Oui, mais comme s'aimer doit être délicieux. Y a-t-il un amour plus sûr, plus fidèle, réconfortant que celui-là? Auprès de cet amour, même le fameux amour des mères. Et puis, il a cet avantage que ne possède aucun amour. Il ne disparaîtra qu'avec nous. Nous sommes sûrs de ne pas lui survivre. Ceux qui s'aiment ont cette grande chance. Mais ce n'est pas une chance. C'est ce qu'il nous dirait. C'est un état naturel. Ils s'aiment sans même y penser. Ils s'aiment comme on respire. Sinon, comment peut-on vivre? Oui, en effet, comment? Eh bien, comme nous vivons. Pas si mal, après tout. Nous nous débrouillons. Mais ceux qui s'aiment vivent mieux. C'est certain. Et ils sont le plus grand nombre. Tu étais l'exception. Elle a attiré l'attention. Il y en a pourtant, quand on y pense, chez qui c'est évident. Ils s'aiment véritablement, ce qui s'appelle s'aimer, mais comment font-ils donc? C'est très simple. Ils sentent que tous les éléments dont ils sont composés sont indissolublement soudés, tous sans distinction, les charmants et les laids, les méchants et les bons. Et cet ensemble compact qu'ils appellent je ou moi possède ces facultés de se dédoubler, de se regarder du dehors et de ce qu'ils voient. Ce je, ils l'aiment. Exactement comme cela nous arrive quand nous regardons les autres, ceux qui ne sont pas nous, et que nous les aimons. Eux, ils s'aiment eux-mêmes. C'est vraiment le plus enviable des dons, que les bonnes fées leur ont offert à la naissance. Et nous, non, elles ne nous l'ont pas donné. Rien d'étonnant que défavorisés comme nous le sommes, mal doués, oui, pour être mal doués, mais ne croyez-vous pas qu'ils ont été surtout aidés, qu'on a posé sur eux depuis leur enfance des regards d'amour, d'admiration? Ils se voyaient reflétés dans les yeux des autres, et cette image? Non, c'est là justement une de nos déficiences. Ces images de nous-mêmes que les autres nous renvoient, nous n'arrivons pas à nous voir en elles. Oui, toi, le démolisseur, tu as toujours envie de les déformer, ces images, de les détruire, de les empêcher de se coller sur nous, d'adhérer partout. Mais le plus souvent, tu n'as même pas besoin d'intervenir. Elles glissent sur nous, elles n'adhèrent pas. Tout ce qui remue en nous les fait bouger. Elles ne peuvent pas se fixer. C'est là toute la question. Comment fait-on pour qu'une image de nous-mêmes colle à nous-mêmes, partout, prenne forme, reste figée assez longtemps? Oui, pour que nous puissions nous contempler. Une belle image. Oh, pas même une belle, une image de nous-mêmes que nous aimerions telle qu'elle est. Merci.